Si un naufrage est vécu comme une catastrophe par l'homme, il peut aussi être source de vie. Le photographe professionnel David Doubilet révèle, au travers de ses photos, l'incroyable trésor que cachent ces vieilles épaves de navires militaires devenus des récifs artificiels. C'est coloré, magnifique et fascinant. Tous les ingrédients sont réunis pour prendre d'incroyables clichés. Mais le photographe devra faire preuve de patience, Pas un rayon de soleil. avoir du talent et parfois beaucoup de chance. Je crois que c'est dans la boîte. Voyons s'il réussira à prendre la bonne photo. David Doubilet a parcouru les océans pour prendre quelques-unes des plus belles photos sous-marines au monde. Certains endroits sont plus dangereux que d'autres. Mais comment s'est-il retrouvé là? À bord d'un hélicoptère, il observe un navire de la Seconde Guerre mondiale. Le Vandenberg va être coulé volontairement. Au fond de l'eau, le navire deviendra le deuxième plus grand récif artificiel au monde. David espère profiter de ce naufrage intentionnel pour prendre une belle série de photos. Il a installé 2 appareils photo à bord pour immortaliser cet événement, s'il résiste. Le naufrage d'un bateau ne signe pas toujours son arrêt de mort. Il peut même être le début d'une nouvelle vie, la naissance d'un récif artificiel. Ce grand vaisseau va participer au développement d'un nouvel écosystème marin. David veut raconter l'histoire de 3 différents navires devenus des récifs artificiels, ce qui représente des heures de travail. David Doubilet est l'un des rares photographes sous-marins capables de nous révéler en images la complexité d'un récif artificiel. Ces récifs artificiels nous donnent un aperçu de la vie aquatique au large de la côte est des États-Unis. L'Amérique repose sur une énorme plateforme continentale. Sur cette plateforme, tout est gris plat, sans relief. Ce qu'on pose sur cette surface devient un lieu de rassemblement pour la vie aquatique. Sous l'eau, ce sont les récifs qui sont les lieux de vie. Le reportage de David va durer 1 an. Mais il faut bien plus de temps à un navire échoué pour se transformer en un récif plein de vie. En 1936, les gardes-côtes américains ont armé l'USS Duane. Il a combattu les sous-marins allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1987, sa nouvelle vie en tant que récif artificiel débute. 30 ans plus tard, l'épave ressemble à une résidence pour la faune aquatique de l'Atlantique. C'est un endroit magnifique, avec une décoration très riche et entièrement naturelle. L'objectif de David est de photographier chaque détail de ce qui a été la maison flottante de centaines de navigateurs. Aujourd'hui, elle accueille d'autres passagers. On pourrait penser que c'est simple. La photographie d'épave est essentiellement de la photographie architecturale. Sauf qu'au lieu d'un bâtiment, on photographie un bateau. C'est comme faire une photo de nuit, dans le brouillard ou sous la pluie. Cette difficulté rend la photographie professionnelle très intéressante. Je dis à mes collègues qui font des photos en surface, est-ce que vous aimeriez devoir écrire un article sans sortir de chez vous? David se sent chez lui, à 30 mètres sous la surface de l'océan. La photographie de récifs artificiels requiert une technique bien spécifique. La femme de David, Jennifer, travaille avec lui. Elle est également photographe sous-marin. Ils unissent leur savoir-faire et leur connaissance du matériel pour ce travail. C'est une lampe sous-marine. On dirait une gorgone.
Le fonctionnement est tellement compliqué qu'on a un manuel d'utilisation rien que pour l'installer. Sous l'eau, il est essentiel de bien voir ce qu'on photographie. Donc il faut un appareil à visée télémétrique. Ensuite, on pose une sorte de dôme géant devant le boîtier qui enveloppe ce gros objectif. Sous l'eau, les objets ont l'air plus proches qu'ils ne le sont vraiment. Pour corriger cette impression, on pose un dôme conçu spécialement pour couvrir l'objectif. Les flashs sont prêts, le boîtier est prêt. On appuie sur le bouton, tout devrait s'éclairer. Allez, allez. Magnifique. Le résultat souhaité par David ne sera pas facile à obtenir. Voilà ce qui se passe avec ce panoramique. Je prends la photo comme ça, à la verticale, et puis une autre, toujours à la verticale. Ce sera une photo panoramique constituée de plusieurs clichés qui seront ensuite assemblés. Pour cela, inutile de mettre en place un système compliqué, il suffit de nager le long du Livet. L'équipe de plongeurs sait que ce cliché va être difficile à prendre et que la mission peut être dangereuse. Il faudra passer beaucoup de temps sous l'eau. Il vaudrait mieux que tout fonctionne. Ce cliché sera le plus délicat, car il dépend entièrement du courant. Si je plonge mais que je ne peux pas bouger et que je me fais embarquer de l'autre côté, je dois pouvoir nager sur toute la longueur du bateau, être stable et prendre ma photo. Mais une fois que David se sera jeté à l'eau, ce projet va-t-il se réaliser selon ses plans? On va photographier la proue, puis le plan suivant sans plongeur, et ainsi de suite. Mais comme pour toutes les photos sous-marines, la météo joue un rôle important. Et aujourd'hui, les éléments sont contre eux. Le vent est particulièrement gênant. Ça peut sembler surprenant, mais il est perceptible sous l'eau. Là, on a un problème de visibilité à cause du vent de terre. Un vent de terre déplace tout un tas de particules et ça risque d'être difficile de faire la photo que j'ai en tête. Après 1 heure de plongée, David revient à la surface pour voir le résultat. Petit à petit, je vois le projet prendre forme. J'ai le pont, mais je suis trop près. C'est frustrant, il faut beaucoup nager. C'est tout ça en même temps, c'est énervant. Le cliché ne convient pas. David et Jen espèrent avoir de meilleures conditions météo le lendemain. Mais ce n'est pas le cas. Et quand le temps ne joue pas en sa faveur, le photographe doit s'organiser autrement. Pas un rayon de soleil. Je vais devoir utiliser l'objectif grand angle, plutôt que d'essayer de faire un panoramique de l'extérieur de l'épave. Pour réaliser ce nouveau projet, David devra s'aventurer à l'intérieur de l'épave. Je voudrais m'installer dans la timonerie. Tout l'intérieur est tapissé d'éponges, d'acidies, de turbinaria. C'est un endroit absolument magnifique. Mais pour bien rendre compte de cette beauté, il faudrait pouvoir tout éclairer. On ne peut pas espérer qu'une lumière s'infiltre par le plafond pour éclairer une partie du pont, car la lumière est très vite absorbée sous l'eau. Le plus dur est d'apporter tout le matériel dans l'épave à contre-courant et de n'avoir que 20 minutes pour prendre cette photo architecturale. Les bouteilles de plongée permettent d'avoir de l'air pendant 1 heure, mais la majorité de ce temps sert à installer le matériel sous l'eau. Je vais utiliser des flashs qu'on peut déclencher à distance grâce à une télécommande. Les câbles servent à accéder à l'épave en profondeur. Et des projecteurs à lumière du jour placés à l'extérieur, devant la porte et certains hublots. Ces projecteurs sont encombrants, mais ils reproduisent la lumière du jour et réduisent les besoins au soleil. Ça tombe bien, car l'équipe risque de ne pas en avoir beaucoup. Tu vois ce nuage noir droit devant? Le gros? Oui, le gros. On va là-bas. Super. C'est un peu comme si on installait un studio de photos sous l'eau. Et David souhaite avoir un plongeur sur son cliché pour donner de la perspective. Un plongeur va venir dans la pièce et peut-être quelques-uns derrière les hublots de manière à créer du mouvement à l'intérieur. Cette organisation est complexe à 30 mètres de profondeur.
avec des spots, des câbles et des plongeurs. David va prendre quelques 300 clichés. L'équipe peine à accéder à l'épave. Le vieux navire se défend. La lumière et l'espace sont inhabituels et David ne prend pas la photo qu'il espérait. En tant que photographe, vous vous dites, c'est plutôt une bonne photo. Mais en même temps, il y a cette petite voix qui persiste à dire, c'est pas suffisant, tu peux faire mieux. Et qui continue, pourquoi tu n'essaierais pas de faire mieux? Il y a souvent des conflits dans la tête d'un photographe. Une étude des clichés avec Jen ne fait que confirmer son intuition. Pas super. Mince. Parfois ça colle pas. C'est trop haut, on a tout fait pour avoir un résultat, mais ça n'a pas plu. C'est une séance photo difficile, dans un lieu qui demande beaucoup de préparation technique et un matériel spécifique pour avoir une bonne lumière et être dans les temps. Il va donc falloir trouver une autre solution et s'adapter à la position de l'épave dans l'eau. Si on apporte un peu plus de lumière dans cette direction... David ne va pas utiliser autant d'éclairage artificiel cette fois-ci. Il va lui falloir un peu de soleil. Celle dont je te parlais? Avec le bleu. On devrait le voir. Eh bien, disons qu'il fallait en passer par là. Il fallait que tu vois le résultat dans la pénombre et avec ce courant puissant. Pour t'en rendre compte. Je frôle la mort. C'est grâce à ça que tu peux maintenant prendre la décision. Il faut plus de bleu. On va utiliser un matériel différent. Il prendra sa photo en plein jour avec un projecteur lumière du jour. La prochaine étape sera de retourner dans la timonerie avec un seul projecteur. C'était de la folie d'en prendre deux. L'équipe plonge donc pour appliquer cette nouvelle méthode. Il aura fallu 3 plongées pour arriver à celle-ci. Un peu comme des répétitions avant un spectacle. Et tout s'est parfaitement bien passé. On savait ce qu'on voulait prendre en photo et comment ajuster l'éclairage. Utiliser la lumière de la surface leur a permis de se passer d'un des projecteurs et a même ajouté une touche de magie aux bulles d'air des plongeurs. On savait que la lumière allait se refléter sur le plafond de la timonerie. Les bulles d'air font office de miroir réfléchissant. On avait aussi la jolie lumière bleue du jour à travers les hublots. C'est une de ces journées où tout se passe tellement bien que David n'a pas envie de remonter à la surface. Mais il sait qu'il ramène quelque chose d'extraordinaire des profondeurs. Je crois qu'on tient cette photo. Tout s'est bien passé en bas. Ça fait beaucoup de travail pour une seule photo. David a pris plus de 300 photos. Reste à trouver le bon cliché parmi tous les autres. Ils savent qu'il est là, quelque part. Tu as même réussi à voir le reflet du poisson. Oui. David reconnaît sa photo dès qu'il la voit. C'est bien elle. La photo tant attendue. Il y a un côté magique. On y voit chaque petit détail. Avant, il y avait trop d'ombre. Maintenant que le cliché est dans la boîte, David peut se concentrer sur le prochain récif artificiel. Rien ne vaut quelques accords de banjo pour se donner des idées. Et quand David a une idée, il voit grand. Cette fois-ci, il pense à un très gros poisson, le mérou géant. Cette nouvelle mission commence avec le navire Mispa. Construit en 1926, il a servi d'escorte de convoi pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1968, il a coulé au large des côtes de la Floride. Aujourd'hui, le Mispa fait partie d'un groupe d'épaves qui forme un récif artificiel mature. David s'intéresse à ce site car on y trouve des mérous géants, de gros poissons qui ont échappé à l'extinction en partie grâce à ces récifs créés par l'homme.
C'est incroyable de pouvoir observer ces poissons qui avaient presque disparu. Ils ont été sauvés en 1990 par l'interdiction de pêcher le mérou géant. Depuis, ils réapparaissent peu à peu. Et s'ils reviennent, c'est en partie grâce à ces récifs artificiels, un endroit où ils peuvent désormais vivre et se reproduire. Aujourd'hui, ils sont nombreux dans cette zone et ne demandent qu'à être photographiés. Mais comme lors de la dernière mission de David, il faut que le moment choisi, la météo et l'éclairage coïncident. David et son équipe descendent voir l'épave du Mispa. Tout leur matériel est prêt et les mérous géants ne tardent pas à se montrer. Les mérous étaient alignés sur le sable, comme des voitures sur un parking. On a pénétré à l'intérieur de l'épave et ils ont commencé à sortir doucement. On voyait ce grand récif qui n'existait même pas avant, et grâce aux mesures prises pour protéger cette espèce incroyable, elle prospère. C'est sensationnel de pouvoir nager aux côtés d'un poisson qui pèse bien plus que moi. Le grand poisson est suivi de près par un banc de petits poissons appelés les sorels. Leurs écailles argentées posent problème pour prendre la photo. Il suffit de passer les photos en revue pour s'en rendre compte. C'est pas vrai. Voyons voir. C'est pas génial. Pourtant, tout le monde était bien préparé. Mais voilà ce que ça donne quand le flash s'éteint. Au début, il y avait au moins 6 mérous, mais le flash se déclenche et il reste ça. On dirait une allée déserte dans un supermarché. Oui, ils sont partis à la vitesse de l'éclair et tout ce qui te reste, c'est un gros nuage de poussière. Le flash de David s'est reflété sur les écailles des petits sorels comme sur autant de miroirs. Difficile dans ces conditions d'avoir la bonne exposition. Ce n'était sans doute pas une bonne idée. Quand on vit pour la photographie, mieux vaut être patient. David doit plonger à nouveau. Il pense que les mérous s'apprêtent à pondre et que les sorels attendent de pouvoir manger leurs œufs. David n'a jamais photographié de mérous en train de frayer et il espère avoir choisi le bon moment pour plonger. Alors que les sorels se pressent autour du mérou, David s'approche. Même s'il ne photographie pas le moment même de la ponte, le banc de petits poissons crée le mouvement que David espérait. Ça s'est vraiment bien passé. On a ce qu'il faut? Et même plus. Incroyable. Il y a beaucoup de poissons. C'est super, je suis vraiment contente. David vérifie sur son appareil qu'il a bien ce qu'il pense. Toute une palette d'éléments naturels en interaction avec un récif artificiel. C'est quelque chose d'extraordinaire, vous comprenez? Ces tours sont pleines de gens là-bas en Floride. Et ici, juste à côté de chez eux, il y a ce tout autre monde qui se développe avec les plus gros poissons du récif. Celle-ci est super. Ceci nous ramène à notre point de départ, la mort d'un navire et la naissance d'un récif artificiel. Le naufrage forcé du Vandenberg est une opportunité en or pour David. Et contrairement à ses autres missions, impossible cette fois-ci d'avoir droit à plusieurs séances photos, ce qui implique beaucoup de préparation. Dans un laboratoire photo spécialisé, David travaille avec son équipe pour savoir où positionner les appareils automatiques et comment les déclencher. On va en placer un là qui prendra une photo en plongée et un autre juste ici à la base. L'installation est presque plus technique que le naufrage à proprement parler. Mais il suffit d'une simple idée pour espérer un bon résultat. Je peux essayer tout de suite?
C'est le même principe que le réservoir d'une chasse d'eau. Tout comme le flotteur qui stoppe l'écoulement de l'eau lorsque le réservoir de la chasse est plein, les obturateurs des appareils seront défaits lorsque ces petits flotteurs remonteront à la surface, poussés par la puissance de l'afflux d'eau généré par le naufrage du Vandenberg. Génial. Ça a l'air simple, mais est-ce que ça fonctionnera? Pendant que le navire coulera, David prendra des photos depuis un hélicoptère. Et Jen photographiera à la surface de l'eau depuis un petit bateau. David pensait que le Vandenberg mettrait 20 bonnes minutes à couler, alors qu'il a disparu dans les profondeurs en moins de 2 minutes. Jen n'est pas très optimiste pour les appareils photo. De là où elle était, l'explosion lui a semblé dangereusement proche des déclencheurs d'obturateurs. Et si c'était le cas, il n'y aura pas de photo. Il est temps d'aller récupérer les 2 appareils photo de David dans l'épave. À première vue, ils ont l'air en bon état. Mais ont-ils pu prendre les photos? L'appareil embarqué à la proue a pris une photo par seconde pendant toute la durée du naufrage. Voyons si nous avons des images. L'autre appareil a pris une photo toutes les 2 secondes depuis la poupe. Il y a 2000 photos, et après les avoir passées en revue, la bonne image est apparue. C'est là qu'on l'a vue. J'aime bien celle-ci. Regarde, C'est comme une tempête. passe à la suivante. Ça fait peur, non? Il n'y a vraiment qu'une seconde avant que cette vague s'abatte. Jolie photo. Ça fait vraiment tempête. Et une seconde plus tard, la vague s'abat sur l'appareil. Et on est sous l'eau. C'est très violent. Et l'eau envahit tous les compartiments. Et après, boum. Incroyable. En règle générale, j'aime être derrière l'objectif, mais dans ce cas, pas vraiment. Une fois ces milliers de clichés reliés en accéléré, la séquence nous montre un navire qui se dirige vers sa nouvelle vie en tant que récif artificiel. Le Vandenberg repose à présent dans les profondeurs, prêt pour une toute nouvelle mission. La faune et la flore aquatique viendront s'installer lentement. Cela prendra plusieurs années. Ce navire de guerre va pouvoir prendre sa retraite et servir de refuge. Quand elle se retrouve dans les océans, de telles structures attirent, trient et protègent la vie aquatique comme aucun autre récif. Quand on regarde l'océan, on a d'abord l'impression que c'est un univers tout bleu et vide. Et pourtant, on y trouve plus de vie que nulle part ailleurs sur notre planète. Si je pouvais, je ne prendrais que des photos sous-marines. La façon dont la lumière transperce l'eau, la manière dont cette eau magnifie et transforme les choses. En fait, ce que j'aime dans la photographie sous-marine, c'est l'essence même de l'eau. J'essaie de capturer cette sensation et de la figer sur un cliché. Cela peut se traduire par des faisceaux lumineux à l'arrière-plan ou par le mouvement des poissons. Mais l'élément constant est toujours l'eau, qu'elle soit mise en valeur ou au second plan. C'est elle qui donne ce mouvement aux objets. Et c'est ce que je préfère par-dessus tout. La photographie ne se résume pas à prendre des photos. C'est un moyen de mettre en image ce qui vous intéresse, votre passion et votre enthousiasme pour quelque chose. Si j'avais un conseil à donner à un jeune photographe, ce serait de trouver un sujet qui le passionne. Si un photographe sous-marin se présente à la porte d'un grand magazine en disant « Je veux faire des photos pour vous », il a tout intérêt à avoir une histoire en tête, une idée, une vision, un intérêt particulier pour un phénomène sous-marin et à en parler au rédacteur en chef. Et en même temps, il faut être un sacré photographe. Il faut maîtriser la lumière, le mouvement, l'exposition. Il faut connaître l'aspect technique et être capable de nager comme un dauphin.